Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour décrypter l'analyse de Midcap Partner. Donc, ils ont fait une analyse récente sur Eurobio Scientifique, une entreprise que je suis beaucoup depuis maintenant un an avec le Covid. Ils appellent l'analyse une nouvelle dimension. Je trouve que le titre est complètement de propos et j'aimerais en fait partager avec vous ma lecture de l'analyse et vous dire en quoi je suis d'accord et aussi en quoi je vois même un petit peu plus qu'eux. Donc eux ont un potentiel de plus 76% sur le site, ce qui est quand même assez exceptionnel sur une entreprise de moyenne taille avec de gros fondamentaux. Et moi, je vois même encore un peu plus de potentiel. Donc je pense que c'est assez important de partager avec vous ma vision. Donc Eurobio, j'en parle depuis quelques temps. J'ai été actionnaire à de nombreuses reprises, plutôt en swing qu'en très long terme. Mais je vais changer d'approche parce que le titre est maintenant mature, l'entreprise est aussi mature et la période, on va dire, ne permet plus de grosses spéculations comme ça a pu être le cas au moment du Covid, du confinement, avec la ruée vers les tests qui a fait flamber le titre très rapidement. En avril dernier, le titre a pris x4 et d'ailleurs est toujours à ce niveau-là. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Je vais commencer par la première partie qui est finalement un espèce de summary où ils expliquent ce que c'est Eurobio. Donc ils parlent de l'année exceptionnelle d'Eurobio avec du coup un chiffre d'affaires qui a fait x3 sur l'année 2020 emporté par les tests PCR. Euh, il considère, et je pense que c'est vrai, on en reparlera, que l'horizon à court terme est toujours rythmé par la pandémie, donc il y aura toujours des vecteurs de croissance pour Eurobio à ce niveau-là. Et surtout, et je pense que c'est un des points fondamentaux de l'analyse, il parle en fait des leviers de croissance d'Eurobio qui sont intacts au-delà même du Covid. Donc comme vous le voyez, leur analyse leur donne un cours de 34,5 quand le cours aujourd'hui se négocie à 20 euros, donc ça donne un potentiel de plus 76%. Ici, il vous donne un petit récap du compte de résultats donc de l'année dernière, où on voit que Robio du coup faisait déjà de la croissance à deux chiffres, hein, presque plus 20%, et cette année ils ont fait plus de 120%. Et eux voient l'année prochaine, donc en 2021, l'année qu'on a entamée, moins 32% de chiffre d'affaires, et l'année encore suivante, moins 7%. Donc, comment aborder Eurobio? Donc déjà, Eurobio, qu'est-ce que c'est? Eurobio, c'est le leader français, le premier distributeur indépendant de diagnostic. Qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent essentiellement au laboratoire des équipements, que ce soit des machines, des instruments, des réactifs pour permettre en fait aux biologistes de faire leur diagnostic qui sont toujours, bon, là, on a beaucoup parlé du Covid évidemment, mais on teste tout, enfin, chaque personne est à un moment malade ou a besoin de faire des analyses, et il y a toute une mécanique derrière de machines, de réactifs, et Eurobio en fait fournit ces réactifs-là. L'actionnariat d'Eurobio est assez sain, je la trouve même très belle, la structure actionnariale avec un tiers, donc c'est assez précis, un tiers des titres qui sont détenus par le management et le reste en flottant. Qu'est-ce que ça veut dire cette structure du capital? C'est qu'il y a un alignement des intérêts entre le management et les autres actionnaires qui n'ont pas forcément de décision sur comment l'entreprise va évoluer, mais le management étant actionnaire, eux aussi ont intérêt en fait à ce que leur capital progresse et ils ne sont pas non plus dans une situation où ils ont une partie majoritaire du capital qui induirait qu'ils fassent vraiment ce qu'ils veulent, qu'ils puissent faire des augmentations de capital, qu'ils puissent donner des actions gratuites, etc. Là, on est vraiment dans un scénario assez sain et c'est important pour les investisseurs qui se placent sur le long terme, qui ne veulent pas avoir de mauvaises surprises. L'activité de Robio, donc là on a un petit graphique qui prend les revenus, donc les petits bâtonnets bleus, et puis le gris pour 2020, et l'EBITDA margin. Donc l'EBITDA, c'est les revenus, on va dire, qui n'ont pas d'impact euh, autre que le cash, si on veut. Donc c'est tout le revenu hors amortissement de l'entreprise. Donc c'est la vraie rentabilité de l'entreprise, si on veut. Et on voit en pourcentage qu'elle évolue de manière positive depuis 2015. Donc on part d'un EBITDA négatif et on revient tranquillement à un EBITDA positif en 2017. Puis en 2018, on est autour de 10%, ce qui est très bien. Stabilisation en 2019 et puis explosion à 40% en 2020 avec le Covid forcément.
la répartition du chiffre d'affaires, et c'est un des points fondamentaux d'Eurobio versus, je pense, d'autres acteurs qui ont aussi très bien performé pendant la période du Covid, c'est que le chiffre d'affaires d'Eurobio, en fait, est déjà établi. C'est, comme on dit, le premier euh, distributeur de, de réactifs en France et d'instruments pour les biologistes. Et ça se ressent, en fait, ici, on a presque 60 millions de chiffre d'affaires avant même le Covid. Donc, c'est déjà une entreprise qui est là, qui est installée, qui commençait à faire de la rentabilité. Donc, l'année 2019 était déjà, en fait, une année de passage de cap pour l'entreprise, puisqu'ils avaient atteint leur, si on veut, leur point mort opérationnel. Et en faisant de la croissance à deux chiffres tous les ans, on pouvait prévoir déjà, même avant le Covid, qu'ils allaient absorber la croissance et que ce ratio-là allait forcément augmenter. Et là, en fait, on est, entre guillemets, qu'à 60% d'activité Covid dans une année qui a été très rythmée forcément par le Covid, et il reste encore 40% de business, on y reviendra après, et qui est généré et qui est du coup récurrent dans l'activité de Robio hors Covid. Et donc c'est pour les investisseurs à long terme, je pense, un gage, une assurance que même si le Covid s'arrêtait à un moment donné, l'entreprise aurait encore un business et aurait le moyen de continuer à accélérer ce business. Donc là, Midcap fait quelque chose de très intéressant. Ils font une analyse SWOT. Euh, donc en anglais, c'est Strength, Weakness, Opportunity and Threat. Donc c'est littéralement force, faiblesse, opportunité et menace. Et en fait, elle donne une vision à l'instant T de sur quoi l'entreprise se pose, quelles sont ses forces, ses faiblesses à l'instant T, et ensuite dans le futur, quelles vont être les opportunités et les menaces. Donc sur la partie force, clairement, Eurobio a une offre complète en termes de diagnostic. Ils sont capables de fournir au laboratoire tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir en fait faire de l'analyse des diagnostics. Et donc du coup, c'est induit, mais c'est un véritable leader en fait en France, et c'est ce qui je pense aussi leur a permis d'être aussi fort au moment du Covid, c'est que Roblo est déjà en fait installé dans l'écosystème. Ça se traduit aussi du coup par un parc de machines de plus en plus important, et ça on y reviendra. Eurobio vend des machines et ensuite va vendre des réactifs qui vont pouvoir être utilisés sur ces machines. Donc la machine, c'est le moyen de rentrer chez les clients, et ensuite ils vont pouvoir vendre du réactif de manière récurrente tout au cours de l'année et puis sur X années. Enfin, on y reviendra aussi, mais ils ont développé une gamme de biologie moléculaire propriétaire, et on verra que la partie propriétaire est vraiment importante dans la création de valeur de l'entreprise, puisque les ventes de produits propriétaires sont beaucoup plus margées. Sur des ventes PCR notamment, on peut aller jusqu'à 80% de marge. Quand, en étant distributeur et en vendant des machines, la boîte va faire peut-être 40% de marge puisqu'ils sont distributeurs, donc forcément le fournisseur va prendre une partie de la marge. Sur les faiblesses, euh, Eurobio étant distributeur, ils n'ont pas encore un mix très important de ventes liées à leurs produits propriétaires. Donc là, en 2019, ils étaient à 15%. Donc que 15% des ventes qu'ils font sont des produits qui sont 100% Eurobio. Enfin, il y a une exposition quasi à 100% au marché français. Donc Eurobio est un acteur très franco-français, et c'est une faiblesse puisque étant dépendant d'un seul marché, on ne sait pas ce qui peut se passer sur ce marché-là. Pour X ou Y raison, la dynamique du marché peut être affaiblie, et donc du coup on n'a pas diversifié assez notre activité au niveau géographique pour assumer ces risques-là. Ça peut aussi être une opportunité parce que du coup, Eurobio continue à prendre des parts de marché. Ils ne sont pas non plus exposés, par exemple, comme d'autres acteurs, au risque de change, notamment des entreprises qui sont à 50% aux US, avec une baisse du dollar versus l'euro, etc. Mais c'est quand même important, sur du long terme, d'avoir une activité complètement diversifiée. Maintenant, on se projette et on pense aux opportunités. Le premier élément que Midcap prend en compte, c'est la consolidation du marché. C'est vrai que le marché du diagnostic est un marché qui se consolide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gros achètent les petits et que en fait, c'est un marché qui est drivé par la taille, atteinte de taille critique, comme on l'a vu Eurobio. Et d'ailleurs, Eurobio, on reprendra l'histoire d'Eurobio, mais c'est une entreprise qui s'est construite sur les 5 dernières années par croissance externe, par de l'acquisition, par de la synergie, par l'atteinte du taille critique. Et donc,
fort à parier que ça va continuer et que Eurobio va jouer un rôle dans la consolidation du secteur. D'ailleurs, il y avait une interview du DG qui disait cette année, enfin en 2020, que Eurobio voulait participer à la consolidation aux côtés de gros acteurs comme Biomérieux. Donc on peut imaginer que Eurobio va continuer à racheter les petites entreprises en France ou même à l'étranger pour étendre son réseau de distribution. Ensuite, l'exposition à la biologie moléculaire, donc ça on en parlait. Il reprend aussi dans la note plus tard, la biologie moléculaire, c'est le secteur du diagnostic qui évolue le plus vite et qui a le plus de potentiel. Et Eurobio a développé sa gamme de biologie moléculaire bien avant le Covid. Depuis au moins 4-5 ans, ils travaillent sur la biologie moléculaire et donc forcément cette année ils ont eu la possibilité du coup d'exploser et d'être prêts avec un test PCR, mais ils vont pouvoir continuer dans le futur à développer ce sous-secteur du diagnostic qui est en forte croissance et à fort potentiel. Et donc, bon, là, il se répète un peu, mais voilà, il parle de BX, qui est du coup la partie biologie moléculaire, et puis il parle de l'accélération de la croissance externe. Donc, on fera parier qu'Eurobio, via le cash qu'ils ont pu générer, et aussi via leur passé d'acquéreurs et le track record qu'ils ont à faire de bonnes acquisitions, ils ont une forte opportunité en fait sur la partie croissance externe où ils vont pouvoir acheter des boîtes et créer de la valeur. Sur la partie menace, étant distributeur, il y a un risque que qu'ils perdent en fait des accords de distribution. Notamment, ils prennent l'exemple de BioFire avec Biomérieux. C'est pas impossible qu'un gros, par exemple, rachète un des partenaires d'Eurobio. Bon, typiquement, Biomérieux rachète un des partenaires d'Eurobio qui leur fournissait des machines. Et donc, dans ce cas-là, Eurobio, il y a peu de chances qu'ils continuent à distribuer ces machines parce que Biomérieux étant français, ils vont s'assurer la distribution sur leur territoire. Enfin, et ça c'est aussi important, c'est assez macro mais c'est important, la concentration des clients. On a une concentration à la fois au niveau fournisseur, donc Eurobio et ses compétiteurs qui grossissent, et on a aussi les clients qui grossissent, donc les laboratoires, avec des plateformes de plus en plus grosses, donc des gros opérateurs en laboratoire, on peut prendre des Eurofins, etc., qui en fait, plus ils deviennent gros, plus ils ont du pouvoir en fait à décider pas à décider, mais à faire pression sur les prix dans les négociations. Et étant très gros face à des petits comme Eurobio, euh, Eurobio va pas peser forcément très lourd dans la balance, donc forcément ils vont devoir accepter des prix plus bas et donc forcément un prix de vente plus bas. Donc là, on en arrive sur la deuxième partie. Donc Midcap explique, et c'est bien de le rappeler, le business de Eurobio à l'origine, avant le Covid, qui est divisé au final entre trois familles. Le diagnostic de tout type, avec notamment un gros partenariat avec Cygen, qui est une entreprise coréenne qui vend des machines et qui vend des réactifs. Et Eurobio est en fait le partenaire exclusif de Cygen en France, donc c'est-à-dire que tout ce que Cygen veut vendre en France, ça passe par Eurobio et c'est Eurobio via sa présence dans les laboratoires qui va en fait positionner les machines et les réactifs de Cygen. Et puis il y a la gamme propriétaire d'Eurobio dans le diagnostic. Ensuite, il y a la partie transplantation, qui est en fait l'héritage d'une justement des entreprises qu'ils ont acquis, InGen Biosciences, et Eurobio est le leader en France de la transplantation, enfin des réactifs liés à la transplantation. Qu'est-ce qui se passe en fait concrètement? C'est qu'au moment d'une transplantation, il y a des tests qui sont faits entre le donneur et le receveur pour voir la compatibilité des greffes. Et Eurobio, en fait, fournit ces tests-là aux labos ou aux hôpitaux. Et ensuite, ils ont une gamme sur la science et la vie qui est finalement une activité plus R&D qui permet aux biotech, aux laboratoires, au cours des essais cliniques, en fait, d'avoir des banques d'anticorps et des réactifs pour en fait assesser, enfin évaluer en fait la performance de leurs essais. Donc là, on voit le mix de business, donc 55% sur le diagnostic, 35% sur la transplantation et 5% sur la science et la vie. On peut dire que c'est à peu près équilibré. Science et vie, c'est encore un peu faible, mais clairement, il y a une grosse partie sur le diagnostic et sur la transplantation, donc le business reste quand même plus ou moins équilibré. Et là, on a une information importante qui est la part des produits propriétaires d'Eurobio dans ce mix-là. Et on voit du coup, c'est assez flagrant,
que la majeure partie des choses qu'ils vendent, c'est en tant que distributeur, donc ce sont des produits qui ne sont pas à eux, et ils ont une petite gamme en fait de produits propriétaires. Sachant que, comme je le disais avant, c'est là-dessus, sur la partie orange, les produits propriétaires, que Robio va marger le plus. Mais c'est du coup une opportunité. Quand on regarde le compte de résultats, on voit que Robio, dans le passé, margeait à 40% à peu près de marge brute. Si l'entreprise arrive à augmenter son mix de produits propriétaires, les marges vont augmenter de manière exponentielle. Donc, sur un chiffre d'affaires qui sera à plus 10% sur l'année, mais avec des ventes propriétaires qui ont augmenté de 100%, la marge brute ne sera pas à plus 10 comme un chiffre d'affaires, mais sera peut-être à plus 30 ou à plus 40. Donc là, il y a un vrai levier pour Eurobio. Et donc, du coup, on y vient justement à la partie propriétaire, avec du coup l'année exceptionnelle liée au Covid, où Eurobio a très vite réagi et a pu proposer des tests à tous ses partenaires. Le business a fait du coup x3 et ils ont réussi à mettre en avant leur nouvelle gamme, donc EBX. Donc, je crois que vous voyez EBX, c'est Eurobio. Leur nouvelle gamme de produits propriétaires, donc de PCR, qu'on voit partout. Ils ont réussi du coup à le développer assez vite et à le vendre en même temps qu'ils proposaient la gamme Cygène au laboratoire en France. Donc c'est une force pour Eurobio, c'est de pouvoir être réactif à la fois sur sa R&D, mais aussi de pouvoir se reposer sur ses partenaires et distribuer de manière très réactive des produits quand ils n'ont pas forcément les capacités d'en produire eux-mêmes. Donc là, on va passer, je vous laisserai le dire dans le détail, mais ils expliquent toute la chronologie en fait des ventes au moment du Covid. Et là, je vais peut-être m'arrêter là-dessus. Donc voilà, Eurobio a une des gammes les plus fortes en France et il progresse aussi à l'international, mais ils ont un test PCR qui n'est pas propriétaire, qui est de la gamme Cygène. Ils ont leur test propriétaire PCR. Ils ont un test antigénique de Sofia, qui est un de leurs partenaires. Ils ont un test antigénique propriétaire. Et puis en sérologie, ils ont deux types de tests, donc ELISA et puis les tests rapides qui sont liés aux partenaires. Et donc ce que Midcap, met en avant, c'est la capacité de Robio à avoir répondu de manière vite et forte à l'urgence en fait du Covid. Et ils mettent en avant du coup la force du modèle de Robio, distribution et en même temps R&D et production de produits propriétaires. Et donc là, on parle beaucoup de Covid, et c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué de se projeter parce qu'on parle d'une entreprise qui est Covid en même temps qu'on parle des vaccins. Clairement, on arrive dans une nouvelle phase de l'épidémie avec les vaccins qui sont censés du coup nous permettre de sortir de l'épidémie. Et donc on se dit pourquoi investir maintenant dans une entreprise comme Eurobio qui a quand même fait x4 l'année dernière grâce au vaccin, grâce au Covid et grâce à la mise en avant des tests. C'est un peu fou de se dire qu'il faudra investir maintenant alors qu'en gros c'est fini. Et en fait, moi mon sentiment, et je pense que c'est aussi le sentiment de la note, c'est qu'au-delà de tous ces éléments-là, Eurobio a d'une part fait une super année 2020, avec toutes les choses qui sont induites, notamment la génération de cash, mais aussi la prise de part de marché, l'amélioration de l'image de marque et autres. Et en même temps, ils ont encore des gros leviers pour 2021 et même après 2022, 2023, mais déjà ne serait-ce que sur 2021, le premier trimestre de Robio devrait être encore excellent en termes de chiffre d'affaires. Pourquoi? Ils prennent ici des analyses et je pense qu'ils font bien de le faire. Donc là, ils le font sur la France. Moi, personnellement, je l'ai fait sur l'Europe. Ils prennent le nombre de tests qui sont réalisés depuis mars jusqu'à décembre. Et on voit clairement, même si l'image n'est pas très nette, qu'en fait, il y a une forte augmentation des tests. Et que même, on le verra peut-être mieux encore ici sur ce slide-là, même en 2021, on continue à avoir un rythme de tests qui est encore très élevé. On est à une moyenne à 2 millions de tests par semaine. Quand on a atteint un pic à 3 millions, 3 millions en 2020, fin 2020, et sur la dernière semaine, si on prend les chiffres de la semaine dernière, on est revenu à 3 millions de tests. Donc on est encore sur un niveau très élevé. Quand l'an dernier, on a en fait commencé à tester à partir de avril dans des proportions très faibles. Je regardais au niveau européen, on est à 80% des tests réalisés en 2021, enfin les 3 mois de 2021,
représente 80% de toute la partie test de 2020. Donc, en fait, ces 3 mois-là, qu'on n'avait même pas l'an dernier, puisqu'on a commencé en avril, on était sur 9 mois, et on a mis beaucoup de temps à démarrer. En fait, on est sur une période où on teste énormément, et le trend est encore très très élevé. Et si vous faites un peu de bourse ou même d'analyse de courbe, vous savez très bien que quand un trend est haussier ou est haut, on ne tombe pas du jour au lendemain à zéro. Donc on peut spéculer ou pas. Il y a encore un gros vivier de tests, clairement, sur les prochaines semaines, mois, et puis pour les plus optimistes, années. Et donc ça, pour le coup, là, pour l'instant, ça n'est pas valorisé. Et surtout, ça va permettre Robio de travailler sereinement sur la suite sans se dire il faut absolument que je passe mon année dernière et que je puisse annualiser l'année dernière qui était exceptionnelle. Là, ils vont assez loin dans l'analyse et je vous laisserai aussi le parcourir, mais c'est vrai qu'ils analysent la situation aux États-Unis et au Royaume-Uni qui sont à des niveaux de tests, de vaccins assez élevés et on se rend compte que les vaccins n'ont pas eu un impact sur le nombre de tests. Sur les cas, oui, clairement, et c'est une bonne nouvelle, les vaccins fonctionnent et permettent aux gens de moins tomber malades. Et pour autant, la stratégie des gouvernements, c'est de continuer à tester. Donc c'est encore un énorme driver pour Eurobio. Même quand on arrivera à 50% en France, on continuera à tester massivement pour X ou Y raison. On se rend compte que maintenant, les États, au-delà du vaccin, vont demander des tests PCR pour voyager. À titre d'exemple, mon seul test PCR que j'ai fait, c'était pour voyager la semaine dernière, aller-retour. Et on peut imaginer que pour réouvrir les bars, les restaurants, mais aussi les lieux culturels, les stades de foot, etc., on demandera à la fois le vaccin et puis aussi le test parce qu'on restera contagieux. Bon, en tout cas, l'idée, c'est pas forcément de spéculer, mais c'est de se dire, c'est pas le mauvais moment pour investir. C'est pas parce que le vaccin arrive que ça veut dire c'est fini. En réalité, on n'en sait pas trop. Et je pense que la gestion de la crise, on a vu que ça a toujours bougé. En tout cas, la chose qui est sûre, c'est qu'en analysant les courbes, on se rend compte que le nombre de tests, il est en augmentation constante depuis mars. Donc bon, il y a clairement un trend. Et avant que ça s'inverse, on aura des signaux. Et même avec ces signaux-là, on pourra quand même réfléchir un peu plus loin en se disant est-ce que c'est que le seul intérêt de Robio, les tests PCR. D'ailleurs, on va en parler juste après. Juste là, voilà. Donc là, justement, il parle de ce que fait Eurobio hors Covid. Il parle du coup du marché du diagnostic qui était à 62 milliards de dollars en 2016 et qui est passé à 83 milliards en 2020. Et il voit sur le marché du diagnostic une croissance de 4,5% sur la décennie. Donc c'est un secteur qui est en croissance dans tous les cas, qui est porté par des drivers tels que le vieillissement de la population, euh, le fait qu'on soit de mieux en mieux couvert aussi, que on a besoin de se faire tester et en plus que on est sujet aux épidémies maintenant. Enfin, c'est pas nouveau, mais qu'on va faire attention aux épidémies. Donc il y a des leviers qui sont importants et une croissance de 5% d'un marché par an sur 10 ans, c'est un marché qui croît et c'est bien. Enfin, il y a des marchés qui sont en décroissance. Là, on est sur un marché en forte croissance. Et au sein de ce marché-là, on en parlait tout à l'heure, et là ils font bien le focus, un highlight sur la biologie moléculaire, en disant que ce secteur-là, qui était à 10% en 2016, est attendu à 20% en 2023. Donc c'est au sein de ce marché-là une niche, un sous-segment qui est à fort potentiel et sur lequel Eurobio s'est positionné. Voilà, donc là il parle des tests PCR par semaine qui sont encore élevés. Et un point qui, moi, m'interpelle énormément et me réconforte dans la stratégie que j'ai abordée sur Eurobio long terme, c'est cette partie-là, en fait, où il parle du parc de machines, on en parlait tout à l'heure, de Eurobio qui vend des machines. Ils ont quasiment doublé leur parc de machines en 2020. C'est-à-dire qu'on prend une base 100, ils avaient 100 machines en 2019, en 2020, ils en ont 200. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, en 2020, mais aussi en 2021, 2022, ils ont un parc de machines plus élevé, et donc ils vont pouvoir vendre des réactifs à un nombre de clients plus élevé. Donc les ventes qu'ils avaient avant, les 59 millions qu'ils avaient en 2019 de business historique, ils vont pouvoir le développer sur ce parc de machines, puisqu'ils ont pris des parts de marché, et donc que les clients vont leur commander des réactifs sur ces machines-là.
Donc il y a de la croissance organique qui va pouvoir être générée par Eurobio hors Covid. Et je pense que c'est aussi intéressant de faire l'exercice sur Eurobio hors Covid. Donc on peut mettre le Covid de côté et se dire si le Covid s'arrêtait maintenant, qu'est-ce que ferait Eurobio? Et bien Eurobio ferait de la croissance puisqu'ils ont un parc de machines installées beaucoup plus élevé. Ils font aussi de la croissance en externe. On en parlait des opportunités dans l'analyse SWOT. Ils ont déjà réalisé une première acquisition en juillet 2020, donc en plein Covid, où ils ont acheté une entreprise qui s'appelle Teco Medical, qui est une entreprise suisse, qui est implantée du coup dans la partie on va dire, germanophone de l'Europe, en Suisse, en Allemagne, en Autriche et au Benelux. Bon, Benelux, c'est pas forcément trop germanophone, mais bon, c'est la zone. Et en fait, c'est un complément. On voyait que Robio faisait 95% de son business en France. Et bien là, clairement, ils vont aller, via de la croissance externe, aller conquérir d'autres territoires. Et au-delà de conquérir ces nouveaux territoires, ils vont aussi faire l'acquisition de produits propriétaires que Teco détenait. Donc, c'est pour moi le genre d'acquisition qui est parfait, puisque c'est le genre d'acquisition qui te permet à la fois d'asseoir, si tu veux, ton leadership sur d'autres pays. Et donc, clairement, ce que tu faisais en France, tu vas pouvoir commencer à le faire en Allemagne, tu vas pouvoir commencer à le faire en Suisse. Les accords que tu as avec Cigène, par exemple, tu vas pouvoir les européaniser. Donc, passer d'un accord France à un accord peut-être France, Allemagne, Suisse, Autriche et Benelux. Donc déjà, tu vas gagner du business par rapport à ça. Mais en plus, tu vas récupérer les produits Teco, que je ne connais pas spécialement, mais qui sont des produits propriétaires de Teco et que tu vas pouvoir vendre aussi à tes clients français maintenant, ce que tu ne pouvais pas forcément faire avant. Et il y a fort à parier que finalement, ce, cette stratégie de croissance externe, qui est, je pense, un des piliers de la stratégie d'Eurobio depuis des années, va pouvoir être étendue parce que Eurobio a fini l'année avec 65 millions de trésorerie pour un endettement de 20 millions, 25 millions, donc ça leur donne une trésorerie nette de 40 millions. Et on peut imaginer qu'en fait, cette réseau est en train d'augmenter parce que quand tu finis l'année avec 65 millions de trésors, sachant que tu as fait ton plus gros trimestre avant, ton besoin à fond de roulement il a explosé. Donc en fait, tu as servi tes clients qui n'ont pas encore payé, tu vas en récupérer encore. Et puis surtout, tu as encore ton premier trimestre qui est très très fort, je pense, en termes de vente. Donc clairement, il y a du cash qui est en train de rentrer. Et Eurobio va pouvoir du coup continuer à faire sa croissance externe, à acheter par exemple, je ne sais pas, un distributeur dans la partie Europe centrale pour servir la Pologne, la Serbie et autres, ou en Europe du Nord ou en Europe du Sud. Bon bref, Eurobio a une stratégie européenne et je pense qu'ils vont faire au même titre que ce qu'ils ont fait avec Teco Medical, ils vont commencer à acquérir des plus petites entreprises, sachant que c'est pour moi l'enjeu principal des prochains mois. C'est vrai pour Eurobio, mais aussi pour les autres entreprises. Hein. On pense à Novacit, à Biocinex et autres. Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur cash? Parce que les valorisations sont complètement délirantes par rapport au niveau de cash. On valorise presque rien, mais il y a un risque forcément associé à ce cash-là. Comment tu le transformes? Et l'histoire nous prouve qu'il y a eu énormément d'acquisitions ratées. Donc c'est important, je pense, de regarder le track record du management en termes de croissance externe. Pas parce que tu as 200 millions de cash que tu vas bien le transformer. Tu peux faire une acquisition à 150 millions que tu vas surpayer en plus parce que tu es en période de Covid et donc du coup bah forcément les entreprises de santé sont cherchées, etc. Donc les multiples explosent. Tu peux surpayer ton acquisition et en plus forcément ne pas avoir targeté la bonne cible et au final le cash n'est pas perdu mais il a été très mal transformé. Et je pense qu'à l'inverse, Robio a un track record où ils font les choses tranquillement. Ils ont déjà commencé à le faire en juillet. Ils n'en ont pas refait depuis, ça fait 9 mois et pourtant ils ont du cash, mais je pense qu'ils prennent leur temps. Et ils ne sont pas dans l'urgence et ils sont en train de dérouler leur feuille de route. Ils l'ont fait par le passé. Donc je pense que là, il y a une vraie opportunité pour Robio. Donc là, on a parlé un peu de Robio, de à la fois son année exceptionnelle, son business normal, ce qu'ils ont fait en 2020. On peut projeter aussi ce qu'ils vont faire pour l'année prochaine. Et maintenant, on va parler vraiment de Valo. Donc, Midcap, c'est prêté à l'exercice. En termes de valorisation, il y a deux méthodes majeures en analyse financière qui sont le free cash flow, enfin en DCF, discounting cash flow, et l'analyse par comparable. Ils utilisent les deux et ils pondèrent à 70% en DCF et à 30% en comparable. Donc en DCF, qu'est-ce que c'est? L'idée en fait du DCF qu'on voit ici, je vais essayer de zoomer un peu. L'idée du DCF en fait c'est de
calculer les cash flows futurs de l'entreprise. Parce que l'entreprise se valorise essentiellement par rapport au cash qu'elle va générer dans le futur. Et donc, sans rentrer dans le détail, ils prennent en fait leurs hypothèses, avec du coup les hypothèses qu'on a vues plus haut. J'y reviendrai sur les hypothèses que j'ai trouvé assez faibles et j'aimerais les commenter, mais bon, on va quand même là juste regarder leur DCF. Ils projettent leur chiffre d'affaires, leur EBITDA, les CAPEX, variation de BFR, et donc du coup, ils ont leur free cash flow qui vient ici. Le free cash flow par année, et puis après un free cash flow annualisé, qui va leur donner finalement, c'est sur l'autre page, ça va leur donner une entreprise value, qui est en fait du coup la somme des free cash flow actualisés, euh, du VT actualisé, ça leur donne l'entreprise value, ils enlèvent la dette nette, parce que c'est quelque chose euh, qui n'est pas à prendre en compte, et ils ont du coup l'equity value, la valeur du capital, qui divise par le nombre de titres, et ça leur donne la valeur théorique, donc à 34,5, qui est proche des 34,4, qui est proche du coup des 34,5 qu'ils estimaient. Et là, en fait, on a un tableau de sensibilité qui va en fait nous donner une fourchette selon euh, à la fois la croissance moyenne et aussi le WACC, qui est un indice de sensibilité. En fait, c'est comment ton capital il tourne en gros, quoi. C'est weighted average capital. Bon, c'est juste c'est très standard, mais ça te permet d'avoir finalement une fourchette de sensibilité où tu peux targeter à peu près ces prix-là, si tu es un peu bullish ou pas. Ensuite, sur la partie comparable, et je pense que c'est quelque chose qui est en fait peut-être plus parlant pour les investisseurs que nous sommes, parce que faire un DCF, il faut des hypothèses, et puis il faut se projeter. Sur du comparable, en fait, tu regardes ce que le marché valorise sur les compétiteurs et puis tu essaies de te caler à peu près. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris Biocinex, Novacite, donc on a le trio du coup, Biocinex, Novacite et Eurobio, qui sont les trois entreprises qu'on a suivies en France sur la partie test. Puis après, ils vont te prendre des comparables un peu plus élevés, enfin des entreprises un peu plus lourdes, plus établies, avec Luminex, avec Cygène, du coup, qui est le partenaire d'Eurobio, Biomireux, qui est le leader en France, Qiagen, qui est aussi un partenaire de Eurobio, qui est italien, et puis Thermo Fisher, qui est clairement un mastodonte, 149 milliards de valeur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en comparable? On va analyser en fait plusieurs indicateurs. Donc, forcément, on regarde la market cap, on regarde la market cap sur le chiffre d'affaires, sur les bidas, sur les bits, et on va regarder en fait ce que nous donnent les ratios, la moyenne, la médiane, et ce que Eurobio vaut. Donc si on prend Eurobio, là, Eurobio, ils sont à 1 fois à peu près leur chiffre d'affaires de cette année, en termes de valo. Ils sont à 1,2 de l'année prochaine, à 1 de 2022. Et tu compares par rapport aux autres, par rapport à la moyenne. Donc forcément, tu vois que les petits Biocinex, Novacite et Eurobio sont proches de 1 et que les autres sont à 3, 2, 4, 6 et 6. C'est normal parce que ces entreprises-là ont un business moins établi, alors que ceux-là, ils ont profité du Covid, mais ils ont aussi un business qui tourne après derrière. Par contre, ce que je trouve un avantage de Robio, c'est que, ok, ils ont un ratio de 1, quand tu prends un Novacite qui a un ratio un peu plus élevé, mais pourtant, Eurobio avant ça a du bise. Donc Novacite, ok, la cash machine c'est super et j'aime beaucoup Novacite, mais en fait je trouve que les ratios sont décorrélés parce que Eurobio a un socle plus solide et en cas d'arrêt brutal du Covid, même si ça n'arrivera pas, Eurobio aura plus de manières de se retourner qu'un Novacite. Bon, voilà. Et c'est à peu près pareil sur les ratios des bidas. Enfin bref, on voit que il y a clairement quelque chose de complexe à analyser ici. C'est les purs payeurs du Covid, si on veut, ou les petites entreprises, et les gros acteurs qui ont des ratios intéressants. Par contre, moi, je veux regarder Biomérieux, et c'est clairement ma target à long terme sur Eurobio. Je vois Eurobio, alors je ne dis pas la même valorisation, mais sur le même profil d'entreprise que Biomérieux. Et je pense qu'à terme, donc dans 3, 4, 5 ans, une fois que tout ce sera stabilisé, on doit tendre en fait au même ratio en termes d'EBITDA. Peut-être pas exactement les mêmes, mais on voit que voilà, Biomérieux, ça se vaut 15 fois les l'EBITDA. Eurobio, sur une année
2021 qui sera plus faible ou même année. 2022, on revient du coup à la normale à peu près. On se paye quand même encore 2 à 3 fois moins cher que Baume-Mérieux. Et donc là, il y a clairement pour moi un uplift à réaliser, sachant que je trouve les hypothèses 2022 très faibles. Bref, donc l'entreprise value, les mêmes calculs, ils prennent les multiples, ça leur donne un calcul à 36,9 versus multiple. Ils vont retraiter une partie, 30% de décote liée à la taille, et donc ça donne 34,6. Donc on arrive finalement à 34,4, 34,6, ça donne 34,5. Donc là, on a quelque chose en fait de très concret et de construit de la part de Midcap, où en fait ils ont fait une analyse de projection. Après on discutera des hypothèses, je vais en discuter rapidement à la fin, mais on a quelque chose de construit à la fois en DCF avec du coup des cash flows qui ont de la valeur, qui sont pour moi assez certains, qui valorisent l'entreprise à 35, 34 euros quand l'entreprise est à 20 millions, à 20 euros pardon. Et on a en plus une analyse par multiple qui donne à peu près la même valorisation. Donc il y a quand même quelque chose d'assez tangible dans l'analyse de Midcap. Rapidement, sur la courbe d'Eurobio, c'est pour moi une des courbes les plus belles de Ronext. On voit clairement, là on pourrait dessiner une super oblique. C'est un titre en fait qui est très solide, sur lequel il y a eu de la spéculation forcément. Donc là, c'est la partie Covid, confinement, premier confinement. Puis après, on a remonté, il y a eu des petits creux liés au vaccin, etc. Et en fait, là, on peut en avoir un nouveau creux. Et là, on essaie de repartir. Et est-ce qu'on va repartir? Je pense que oui. Et on peut dessiner une super oblique. Donc c'est à la fois une entreprise pour moi qui me plaît parce que les fondamentaux sont très bons. En même temps, pour les adeptes du trend following, c'est quand même assez beau parce qu'il y a clairement un trend qu'on peut suivre. Et en fait, ce trend n'a jamais été cassé. Et je pense qu'à la valorisation actuelle, à l'approche des résultats qui sont du coup dans 2 semaines, on risque d'avoir déjà, ne serait-ce que en termes de courbe, une réaction au niveau du. Parce qu'on est en train peut-être de redescendre un petit peu, une réaction au niveau de ce support oblique. Et en plus, il y a clairement de la spéculation sur les résultats, sur la suite et autres. Je vais juste conclure sur l'analyse en fait du compte de résultats que Midcap fait, en disant en quoi en fait je suis pas d'accord avec eux, et ce qui est bon signe parce que eux du coup ont une vision à 34 euros avec ces hypothèses là, et moi mes hypothèses sont plus élevées. Et en fait j'ai pas allé très loin dans le PNL, j'ai juste parlé en fait de chiffre d'affaires et de marge brute. Sur la partie chiffre d'affaires, Midcap prévoit une baisse de 32% du business en 2021, donc à 128 millions. Pourquoi je suis pas d'accord? Parce que Eurobio, donc avec leur business normal, donc hors Covid, ils ont généré 72 millions en 2020. Sachant que dans ces 72 millions, il y a une partie de l'acquisition de Teco qui a été fait en juillet, donc il y a l'autre moitié qui doit arriver sur la deuxième partie de l'année. Donc Teco avait fait 7 millions l'année dernière, donc là, ils ont fait 8 millions cette année. Donc tu peux déjà rajouter 4 millions d'années pleines, donc on sera à 76 millions. 76 millions, faut prendre en compte du coup ce qu'on s'est dit tout à l'heure, qui est que Eurobio a installé, a doublé son parc de machines en France. Donc forcément que tu vas avoir du business qui va venir encore s'ajouter. Eurobio a un track record de croissance à 20% par an à peu près sur ce business-là. Donc ces 76 millions, tu peux peut-être les gonfler à 85, 90, j'en sais rien. Enfin, j'en sais rien. Je ne suis pas précis dans mon analyse, mais on peut facilement prévoir de la croissance d'Eurobio qui a pris des parts de marché en France. Et ensuite, sur la partie Covid, donc là, il nous resterait, du coup, on serait à 85, 90 millions, il nous resterait 38 millions à aller chercher sur les 128. Comme je disais, on a fait 80% du business 2020, ne serait-ce qu'en 3 mois. Eurobio, juste sur le deuxième semestre, donc sur 6 mois, ils ont fait 120 millions de business, dont près de 80 millions liés au Covid. Enfin, je pense que c'est clairement peu ambitieux. On ne price pas le fait qu'on continue à tester et qu'on est au plus haut en termes de tests par semaine en Europe actuellement. C'est con à dire, mais vu qu'on est très mauvais en termes de vaccination en Europe, on va continuer à avoir des cas et à continuer à tester avant d'atteindre un niveau satisfaisant.
Et puis même au moment du niveau satisfaisant, donc aux 80% de vaccination, peut-être quoi en juillet-août, je suis pas certain qu'on s'arrête de tester parce que c'est une épidémie qui a complètement bouleversé en fait le monde. On va pas en fait fermer les yeux et se dire c'est bon, le virus est vaincu, on le laisse aller, on est vacciné. D'une part, si on l'a beaucoup comparé à la grippe, ce virus, euh, la grippe, on vaccine tous les ans parce que le virus il évolue. Là, on a toute l'histoire des variants à chaque fois et autres. On va pas laisser en fait ce virus-là sans surveillance. Tu peux être sûr qu'on va continuer à tester, ne serait-ce que pour savoir où en est le virus. Euh, on va peut-être revenir sur des tests sérologiques pour suivre un peu le taux de vaccination, d'immunité des gens. Pour voyager, on va quand même tester parce que les pays n'auront pas le même niveau de vaccination. Il suffit que tu aies un variant un peu plus compliqué qui ne rende pas forcément le vaccin inefficace, mais qui soit un peu plus virulent et qui ait plus de cas difficiles pour que tu te remettes à tester. Bref, on est sur une courbe en fait de tests élevée. On va pas s'arrêter là. On va arriver fin avril, on aura dépassé les 100% de l'année dernière. Donc le reste, ce sera du bonus. Mais en ayant fait 120 millions de business Covid l'année dernière, pour moi, on va les faire encore cette année. Et en plus, il y a le business qui va s'ajouter. Donc, je suis dans une analyse un peu optimiste, enfin pessimiste, je ne sais pas si c'est optimiste ou pessimiste, mais pour Robio, on peut encore faire l'année dernière, en 2020, en 2021. Il n'y a pas de grosse. Il y a pas, il y a pas, il y a pas, enfin, le vaccin ne va pas forcément tout changer sur la partie test. C'est ça que je suis en train d'essayer de mettre en lumière. 2022 sera peut-être plus compliqué, mais d'ici là, l'entreprise aura eu le temps, et je pense qu'ils ont déjà eu le temps, de travailler sur le futur, sur leurs nouveaux tests prioritaires, sur la signature de nouveaux partenariats, d'extension de partenariats. Et puis il y a toujours la cartouche croissance externe, où Eurobio demain peut choper une boîte qui fait 30 millions de chiffre d'affaires, et donc forcément ça vient s'ajouter, et puis après on va créer de la croissance là-dessus. Donc voilà, tout ça pour dire que je trouve l'analyse très bien dans la construction. Ils nous donnent des éléments factuels, ils nous racontent bien l'histoire. Leur objectif est clairement pas trop ambitieux, enfin, il est bien calculé. Ils font une belle analyse en DCF et en comparable. Et moi, je vois même en fait un, une vision un peu pessimiste et du coup un potentiel encore plus élevé que le leur si je me base sur leur analyse. Et de toute façon, j'ai toujours ce bench de peu mieux où pour moi, Eurobio doit tendre vers ce genre d'entreprise-là avec un business peut-être de 150, 200 millions et du coup un EBITDA à allez, 60, 50, 60 millions, 70 millions par an. En termes de multiples, l'entreprise a la possibilité de faire un x2, x3, x4, x5 sur les 5 prochaines années. Donc ce sera à suivre. Forcément qu'il faudra être vigilant à l'évolution de l'épidémie et aussi à l'évolution du nombre de tests. Ça, c'est forcément un des gros drivers parce que ça va quand même être une des grosses, un des gros drivers de performance, mais il n'y aura pas que celui-là. Il faudra aussi surveiller l'évolution du business récurrent. Mais je sais pas que je ne vais pas être prudent, mais clairement, je pense qu'il faut être ambitieux sur cette valeur-là. En tout cas, il faut la suivre. Et, euh, et, ça peut être une très belle entreprise. C'est pas parce que l'entreprise a super performé en 2020 et qu'on se dit du coup c'est passé. En fait, il y a énormément d'exemples et vous pouvez regarder beaucoup de courbes d'entreprises. Il y a des entreprises qui montent en fait de manière continuelle sur 5-10 ans parce que en fait, ils créent de la valeur. Et je pense que Robio, c'est clairement ce type d'entreprise-là. Et c'est pas parce qu'on a raté en fait la partie Eurobio quand ils étaient à 5 euros avant le Covid qu'il faut forcément rater la partie Eurobio quand ils sont à 20 euros. Voilà, voilà. L'analyse touche à sa fin. Donc après, là, c'est des mentions légales de Micap. Donc voilà ma vision. N'hésitez pas à partager et commenter. Moi, je suis libre à discuter là-dessus. Mais je pense qu'il y a de très belles choses à faire. Il y a un rendez-vous qui est donné du coup le 14 avril pour les résultats. Et puis on aura peut-être du coup des éléments intéressants pour mettre un peu plus de contenu sur cette analyse. Voilà, bon lundi de Pâques et à bientôt.